Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Depuis la rentrée de septembre, vous avez fait connaissance avec le Labonor, ce laboratoire de la rénovation saine et durable que nous avons lancé notamment avec la diffusion de deux types de capsules vidéo, une que l'on appelle Ouzou, qui sont des portraits d'hommes et de femmes qui travaillent dans l'immobilier et qui sont engagés dans un bâti plus vertueux, ainsi que des capsules tutoriels qui expliquent des termes, des pratiques liées à la durabilité. Et aujourd'hui, nous lançons notre chantier pilote, une maison d'habitation qui se trouve à Saint-Jeuz, dont on a pris possession. Elle doit être rénovée, elle a un PEBG. Comment faire une rénovation saine et durable? C'est la question que nous avons posée aux étudiants et aux étudiantes du cours Architecture, Durabilité, Écologie de la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'ULB, et je vous propose d'écouter les professeurs qui nous expliquent les enjeux de ce cours. Ce cours, c'est un cours qu'on donne en Master 1, donc en 4e année d'architecture. Et ici, dans ce module, le but, c'est vraiment d'explorer toutes les facettes de la durabilité au niveau de cas concrets et de les mettre en pratique, de l'énergie aux matériaux, l'eau, la biodiversité, les changements climatiques, la résilience, le design paramétrique. Moi, personnellement, je donne une partie du cours qui est axée sur vraiment la durabilité à l'échelle du bâtiment. Donc ça veut dire comment construire en gâchant le moins possible l'environnement. Et donc, chez moi, il est structuré en 4 points: eau, air, terre, feu. Comment construire en faisant le moindre mal à ces 4 cycles-là. On va leur donner des outils qui leur permettent de voir comment mesurer, par exemple, le rayonnement solaire, la lumière naturelle, faire un bilan énergétique, faire une petite analyse de cycle de vie au niveau des matériaux. Et donc, ils vont voir, en fonction des choix qu'ils font, quels sont les impacts dans leur projet de façon itérative. On est des architectes, on travaille sur la matière construite et sur la matière habitante. Donc les gens, mais en même temps les matériaux, le climat, etc. Ce qui n'est généralement pas le cas en fait dans l'enseignement de l'architecture, où on ne peut pas aller jusqu'au détail, on ne peut pas aller jusqu'à la question de l'évolution du contexte, par exemple la question du dérèglement climatique. Ça dépasse complètement les ambitions et les horizons qu'on se donne. Donc nous, on essaie de travailler dans cet intervalle, dans cet interstice. Mais maintenant, dans la conception, il y a aussi tout l'aspect social, donc c'est-à-dire trouver une fonction qui soit utile non seulement aux personnes qui l'occupent, mais aussi peut-être ait un rayonnement dans le quartier, ne soit pas en contradiction avec ce qui se passe dans le quartier, n'étouffe pas la vie qu'il y a déjà dans un quartier. Ça fait maintenant partie intégrante de leur métier et finalement qu'ils fassent des rénovations de maisons unifamiliales ou des gros immeubles de bureaux ou des écoles ou autres, ils vont devoir répondre aux mêmes enjeux. Donc c'est ce qu'on essaye de leur montrer, que quelle que soit l'échelle, il y a des choses à creuser. Et l'objectif, c'est d'à chaque fois essayer d'aller le plus loin possible et de voir ça plutôt comme des opportunités, plutôt que comme des contraintes. Ici, il s'agit d'une maison qui a 1 siècle et demi, 2 siècles, et qui est dans un quartier relativement éreinté, on va dire, par l'évolution de Bruxelles. Ils devaient imaginer une fonction à héberger dans ce bâtiment et une manière de le rénover qui soit la plus efficiente possible au niveau environnemental. L'idée est aussi de se demander comment dans un quartier, grosso modo, on a peu de moyens, ce sont des rues étroites, on a des jardins tout petits, il y a une forte densité. Donc comment on peut quand même produire de l'habitat, de l'occupation pour la ville de demain dans des conditions qui sont celles qui commencent à émerger maintenant, c'est-à-dire grosso modo une décroissance économique, la possibilité d'utiliser ou de continuer à utiliser certains types de matériaux qui ont des fortes empreintes écologiques, de travailler sur des bâtiments qui sont de plus en plus autonomes, donc de moins en moins dépendants des énergies fossiles pour arriver à des bâtiments qui sont carrément autonomes. Mais une première difficulté, c'est qu'il est dans un quartier très très dense. Il a été, on va dire, pas très bien traité par le propriétaire précédent. La densité, le fait qu'il soit en mauvais état et le fait qu'il s'agisse quand même un peu d'un patrimoine, on va dire, esthétique, d'une manière de construire très emblématique de cette période. Donc tout ça fait que c'est complexe de concevoir durablement, évidemment, et en particulier dans ce bâtiment-là.
Avant de connaître le résultat des travaux des étudiants et des étudiantes de ce cours, je vous propose de faire un peu plus ample connaissance avec le bâtiment. Et j'ai demandé aux 2 conseillers de HomeGrade que l'on avait rencontrés il y a 15 jours d'ici. Souvenez-vous, ils nous expliquaient ce qu'était le service HomeGrade. Si vous avez raté ce reportage, vous pouvez le revoir sur le site archiurbain.be. J'ai donc demandé à Charles Julien et à Guillaume Maman de venir un peu décortiquer la maison, raconter son histoire, voir quels sont les points faibles, les points forts du bâti, sur quel point nous devrions faire attention dans cette rénovation. Et on les retrouve tout de suite devant la maison car ils vont nous parler de la façade. Là tu vois, donc il s'agit d'une magnifique, qui était en tout cas magnifique, façade néoclassique, donc qui est intéressante par la sobriété de la façade. Les éléments de cette façade sont représentés donc par les 2 bandeaux là, donc qui sont un petit peu effacés. Donc les trous de boulin, un enduit à la chaux qui était peint. Et puis il y a une modification en fait des fenêtres. Effectivement, on voit que ce sont des fenêtres qui sont mises par l'intérieur et qui ne reprennent pas du tout la forme de la baie existante. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est cette surélévation, ce qu'on appelle le couronnement de la maison. Donc il y a une modification. On voit qu'ils ont rajouté 3 rangs de parpaings au-dessus de ce qu'on appelle les trous de boulin. Là, tu vois, quand on aperçoit les 5 trous de boulin qui devaient être munis d'un cache boulin. Certainement, comme on le voit sur les maisons à côté d'ailleurs. Sur Brugis, on arrive à voir des photos aériennes de la région bruxelloise jusqu'en 1930. Actuellement, sur la photo aérienne de 2023, ressemble à celle qu'on avait déjà en 1930. Donc on avait déjà une toiture à 4 pans. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que cette intervention date d'après 1930. Il peut y avoir eu conservation de l'aspect de la toiture avec une surélévation. Peut-être, donc c'était un toit à 2 pans, un toit incliné. Et donc pour des raisons que l'on ignore actuellement, donc ils auraient changé la forme du toit et donc ça on pourra voir peut-être dans les combles, voir un peu la charpente, comment ça se présente. La sobriété avec 2 portes d'accès, donc une qui doit donner sur l'îlot intérieur et une porte, donc tout ça a été modifié. Il y a un imposte de porte qui date plutôt de 1930 plutôt que de la période d'origine du bâtiment de 1890. On retrouve aussi les 2 soupiraux, donc il y a certainement des ferronneries de soupiraux qui ont disparu. Dans les éléments qui sont conservés, on voit les garde-corps, probablement, qui sont conservés. Il y a des éléments qui sont cassés, mais ça peut se réparer. Mais à mon avis, ce sont des appuis de fenêtres qui datent aussi de la période 1930. De la rénovation. C'est une modification, oui. Et juste la barre au dernier étage? Oui, ça aussi, c'est une modification. Juste une protection? Oui. Je pense qu'à l'époque, il n'y en avait pas? Pas sous cette forme-là, en tout cas. C'est intéressant de faire un petit peu l'archéologie du bâtiment avant, proprement dit, de découvrir les espaces intérieurs. Ah, ça permet de comprendre les usages aussi, à quoi était destiné le bâtiment au moment de sa création. Parce qu'il peut y avoir effectivement des évolutions en termes de type d'occupation, changement d'affectation des pièces ou de choses comme ça, et ça peut être intéressant de retracer ça. On remarque quand même que c'est une certaine dimension de la façade. On n'a pas encore vu, mais est-ce que c'est 8 mètres, 9 mètres ou 9 mètres 50, donc une certaine aisance qui montre que c'était une maison qui avait un certain statut, donc occupée peut-être par une famille bourgeoise de l'époque. Après, le fait d'avoir 2 entrées peut aussi avoir une double occupation. On aurait pu avoir une maison d'habitation à l'avant avec des ateliers à l'arrière et peut-être une maison de commerce. Tout à fait. On aurait cette 2e entrée qui donnerait accès à l'intérieur d'îlot qui est beaucoup plus vaste que la première entrée qui donne accès à l'espace habitation. On note un peu la symétrie, donc une façade à 4 travées et les 2 portes d'accès qui forment une symétrie à droite et à gauche, une composition très simple mais intéressante. On retrouve les interventions ultérieures avec des occupations différentes, avec certainement à un moment il y a dû avoir une ventilation, une chaufferie en cave, ce qui est interdit, mais on retrouve un percement de cheminée. La maison est reprise à l'inventaire du patrimoine architectural et on s'est retrouvé sur le site monumentheritage.brussels des informations sur en tout cas cet ensemble de maisons néoclassiques. C'est intéressant de retrouver
des photos Tu peux nous de lire cette maison. quelques lignes Exactement. Alors, il s'agit de deux maisons. Alors, le 68, le 70 et le 72, c'est-à-dire les maisons qui vont sur la gauche. Ce sont deux maisons néoclassiques, deuxième partie du 19e siècle, respectivement de 4 et de 3 travées. Donc le 68, c'est celle avec ses 4 travées et le 72 a ses 3 travées, sur 3 niveaux de hauteur, dégressifs chacune, façade enduite et peinte, sur soubassement, percée d'ouverture de cave, rectangle et grillé, porte à porte débordant, rez-de-chaussée légèrement surélevé, percée de fenêtre, rectangle au deuxième étage, fenêtre à encadrement, rectangle ou cintré et appui repris sur un cordon qui est saillant. C'est effectivement, on voit ce cordon qui est saillant, qui n'est pas la même hauteur d'ailleurs au 68-70 et au 72, alors qu'il serait quasiment à la même hauteur que celui du 66 et du 66A. Les baies du 68 et du 70 conservent des châssis anciens à un poste rayonnant. Au dernier niveau, fenêtre rectangle, cache-boulin sous corniche en bois sur mordillon au 68-70. Corniche simple au 72. Et effectivement, quand on voit cette photo, la photo d'époque, on n'a pas le surélèvement de la façade qu'on retrouve ici. Donc sur cette photo, on voit bien que l'intervention qui est actuellement sur le bâtiment est postérieure à cette photo qui date de... on n'a pas la date de la photo, on peut la retrouver sur le site. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu une modification postérieure à la réalisation de cet article. La maison se retrouve donc à l'inventaire du patrimoine de la région Bruxelles-Capitale. Mais qu'est-ce que c'est cet inventaire? Nous avions produit il y a quelque temps d'ici 2 émissions à ce sujet et je vous propose de les retrouver sur le site archiurbain.be. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Archi Urbain sur BX1. Restez en contact avec l'architecture sur le site www.archiurbain.be. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.